le design de la Toyota Corolla GTI E100, une voiture qui cache vraiment bien son jeu. Je vais commencer par la face arrière. Alors, bien que la silhouette soit relativement un petit peu rondouillarde avec des angles plus ou moins arrondis, la face arrière a tout de même sa propre personnalité. La lunette du haillon et le haillon sont très inclinés, presque façon coupée. Rien à voir avec une classique Golf qui a un haillon qui commence à peu près par là. La Golf a plutôt une allure de break, alors que cette Toyota Corolla, même en version 5 portes, offre un haillon très incliné et a une allure plutôt de coupé plutôt que de break familial. Les versions 5 portes sont quasiment identiques. Par contre, il y a eu beaucoup de versions de la Toyota Corolla, notamment des versions tricorps, mais je n'en parlerai pas. Alors, d'origine, on trouve sur cette Corolla un espèce d'appui aérodynamique puisqu'il y a un aileron intégré sur le haillon. Ici, on note une partie qui remonte avec la grosse lame juste au-dessus. On a tendance à ne pas la voir et à l'oublier. Cette grosse lame, justement, est curieusement plate. Alors pour pique-niquer, c'est impeccable. On peut mettre des verres, on peut boire un coup, on peut faire ce qu'on veut dessus, et c'est à la bonne hauteur. Contrairement à la Toyota Celica de la même année, qui avait un petit rebord qui remontait au bout de la lame, cette lame est totalement plate. Et surprise à l'intérieur, puisque quand on est dans le véhicule et qu'on regarde derrière, on voit cette lame en plein milieu de la lunette. Quand on regarde dans la rétro, on sait qu'on roule en GTI et pas en diesel. Détail de style, on a une petite échancrure, mais ce n'est pas pour rien, puisque c'est pour englober le début du passage de roue. Alors les particularités des pare-chocs, bien que ce soit des pare-chocs relativement standards, puisque ce véhicule n'a pas de pare-choc spécifique réellement, ils ont tout de même une petite particularité qui ne se voit peut-être pas forcément facilement à l'image, c'est que les pare-chocs ne sont pas lisses. Ils n'ont pas été lissés avant d'être peints. C'est du plastique granuleux avec une peinture dessus, ce qui oblige quasiment à changer les pare-chocs et à en mettre des neufs de la bonne couleur, parce que si on les repeint, ils n'auront plus cet aspect granuleux. Alors c'est un petit problème, mais d'un autre côté, s'ils sont repeints, en principe, on voit tout de suite la différence. Les jantes de 14 pouces ont un design qui collait parfaitement à l'époque avec le véhicule. Aujourd'hui, ça donne un petit côté vintage. Le pare-brise est relativement incliné. La marque Toyota ne commençait pas du tout dans ce modèle, puisque les premières Corolla étaient sorties en 1966. C'était plus vraiment des débutants en la matière. Au niveau de la face avant, à part les phares et le petit élément sur l'aile avant, on peut dire que dans l'ensemble,
le reste fait plutôt moderne. On note un clignotant légèrement encastré dans le pare-choc pour éviter qu'il casse trop facilement lors d'un petit coup ou un petit choc. Anti-brouillard rond lenticulaire. Par contre, les phares, eux, sont encore à l'ancienne puisque ce sont des phares d'ancienne génération. Alors cette Corolla a été déjà sacrément modernisée comparée au modèle précédent puisque l'aéro a été vraiment travaillé. Et sur ce modèle GTI, il a été particulièrement travaillé puisque la GTI bénéficie tout de même d'un kit carrosserie spécifique. La GTI a le droit d'avoir ses baguettes entièrement peintes, ça ne laisse pas indifférent. Les rétroviseurs, eux, n'ont pas le droit de recevoir de peinture. Les poignées de porte sont entièrement peintes. Des gros bas de caisse en plastique viennent habiller et asseoir un petit peu le véhicule. Un spoiler avant guide un peu mieux l'air au niveau du pare-choc. À noter que la face avant était tout de même assez moderne puisque la grosse entrée d'air centrale avec la simple barrette ainsi que la calandre avec la simple barrette aussi était tout à fait d'actualité et faisait plutôt moderne pour l'époque. À l'arrière, en plus de l'aileron, on trouvera des bavettes puisque la GTI n'était pas faite pour l'autoroute mais plutôt pour tailler les routes de campagne, voire faire des petites spéciales de rallye. On a des logos 1,8 litre GTI en rouge, et oui, c'est une vraie GTI, et s'il est en rouge, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est comme l'aileron, s'il est là, c'est pas juste pour décorer, il est là pour apporter un appui aérodynamique, à savoir que même si le modèle ne fait que 120 chevaux, il atteint 180 km/h au compteur en fond de 4 et en fond de 5, on peut dépasser les 210. Et encore, pour ça, il faut trouver une petite descente. À l'intérieur, ce n'est pas particulièrement révolutionnaire, c'est plutôt qualitatif. On est dans l'ère biodesign, alors tout est carré ou rectangulaire avec des angles très arrondis. On trouve des formes plus ou moins molasses, arrondies. C'est un design qui vieillit relativement bien, qui ne faisait pas particulièrement moderne à l'époque. Mais ça a le mérite de traverser les années sans trop de problèmes. Si on regarde dans le rétro, qu'on voit la lame en plein milieu de la lunette, c'est tout de même bien sympa. Les seuls éléments qui font un peu dater et qui dénotent, c'est les commandes de chauffage. Autrement, tout le reste, c'est plutôt d'actualité. À noter que
la position du volant, bien que il soit plutôt sympa, il est très incliné. À moins de le baisser complètement, pour le mettre tout en bas, presque à la verticale, mais à mes goûts, je le trouve tout de même très incliné quand on le règle en position haute. On note des ceintures de sécurité grises. Alors sport, ça je ne sais pas, chacun ses goûts. Les sièges sont plutôt sympathiques dans l'ensemble, avec des appuis-têtes qui ont une petite originalité, puisqu'ils ne sont absolument pas rectangulaires. Petit détail de design, c'est presque un diamant, et ça fait plaisir, parce que les fixations de vitres arrière qui vieillissent bien, c'est tout de même sympa. La voiture a quasi 30 ans et c'est comme neuf. Le répétiteur d'aile est orange. Le clignotant avant est orange. Mais aviez-vous remarqué que déjà à l'époque, Toyota était quasiment en avance comparé aux autres constructeurs quand ils ont sorti ces feux en 2 couleurs. Et c'est justement ce qui fait que le véhicule ne fait pas si daté, puisque les feux en 2 couleurs, rouge et blanc, sont particulièrement modernes pour l'époque. La seule chose qui est un petit peu moins sympathique, c'est la sortie d'échappement ronde et un peu rikiki pour une GTI, je l'admets. Au niveau du design de la voiture, de la ligne globale, on peut dire que c'est plutôt une réussite. Par contre, quand on regarde les ailes arrière, c'est peut-être le seul défaut qu'on peut lui trouver. La voiture est très taillée à la verticale, les ailes arrière n'ont aucun galbe. On note un tout petit renflement au niveau du passage de roue. Mais c'est vraiment la seule chose qu'on peut reprocher à la Corolla. Surtout qu'à l'avant, le galbe était plutôt sympathique, ça passe bien. Mais à l'arrière, on peut dire que la voiture semble un peu plate. Et je dirais que le petit problème, c'est quand on la compare à une Golf, surtout une Golf équipée d'extensions d'ailes, comme les GTI par exemple. Avec les extensions d'ailes, la Golf faisait un peu bodybuildé, alors que cette Corolla fait toute gentille, toute rondouillarde. Et avec ses jantes un peu rentrées dans la carrosserie, on ne peut pas dire qu'elle faisait particulièrement sportive. Pourtant, moi, au niveau de la ligne, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Ça ne ressemble pas à une compacte familiale, ça ressemble quasiment à un coupé sport. Et avec l'aileron, c'est vraiment top. Et vous, que pensez-vous de ce design sur cette Corolla GTI? Et même, que pensez-vous du design de cette Corolla E100? Est-il réussi? Laissez-moi dans les commentaires si vous avez quelque chose d'intéressant qui vous vient par la tête. À noter que la génération qui suit, en fait, n'est qu'un simple lifting de cette Corolla.